Le 28 avril 2026. C'est une date qui va probablement rester gravée dans l'histoire de l'économie numérique mondiale. Ce jour-là, le gouvernement du Ghana a dit non. Il a rejeté un accord bilatéral de santé de 109 millions de dollars avec les États-Unis. Et sur le papier, ça ressemblait à une aide classique pour lutter contre le VIH et le paludisme. Ouais, sur le papier seulement. Parce que dans les faits, ce refus, c'est vraiment le point d'ébullition d'un phénomène massif. D'ailleurs, c'est ce qu'un rapport d'investigation d'avril 2026 appelle le Silicon Scramble, une espèce de ruée vers le silicium et les données. C'est ça, et d'habitude, face à un événement géopolitique comme ça, on aime bien les explications simples. Comme pour un diagnostic médical, tu fais une radio, tu vois la fracture bien nette et bam, tu sais où opérer. On adore quand c'est visible et direct, quoi. Sauf que là, la machine à rayons X, elle sert à rien. L'économie algorithmique aujourd'hui, c'est un écosystème ultra trouble. C'est tissé de contrats opaques, d'infrastructures qu'on ne voit pas. Et c'est bien ça qui rend la chose si complexe à saisir. Bon, décortiquons tout ça. C'est l'objectif de notre plongée analytique du jour. En tant que femme passionnée par ces enjeux, je suis vraiment ravie qu'on fasse cette autopsie juri-comptable et géopolitique de ce qu'on peut appeler la colonisation numérique de l'Afrique par l'intelligence artificielle. Exactement. Et pour être précis, on va s'appuyer sur deux documents assez incroyables. D'abord, ce fameux rapport d'investigation dont on parlait, AI Colonization in Africa, a Forensic Investigation, et puis une interview vraiment fascinante de la chercheuse sénégalaise Adjibousso Dieng, qui est professeure à Princeton et membre du nouveau panel de l'ONU sur l'IA. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de disséquer comment les grandes puissances de la tech, occidentales mais aussi chinoises, aspirent les données africaines. Que ce soit des données biologiques, linguistiques ou de consommation. Et on verra aussi la riposte, la contre-offensive souveraine du continent. Parce que oui, il y a une riposte. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord regarder les mécanismes d'extraction. Et cette histoire au Ghana, c'est le cas d'école parfait. Alors, plongeons direct dans cette ligne rouge de la souveraineté. L'extraction de ressources, en 2026, c'est plus des pelleteuses dans des mines. Ça prend la forme de l'aide humanitaire, bien emballée. Qu'est-ce qui a fait tiquer les négociateurs ghanéens pour qu'ils crachent sur 109 millions de dollars? C'est en lisant les petites lignes en fait. L'analyse juri-comptable a mis en lumière des clauses qui siphonnaient littéralement la souveraineté du pays. On parle d'une exigence d'accès obligatoire par backdoor. Attends, une porte dérobée directe dans leur système de santé nationaux. Voilà, un accès direct et permanent aux infrastructures numériques de santé, avec un engagement contraignant sur 25 ans. Mais le vrai motif de rupture, la ligne rouge absolue, c'était sur la génomique. Le Ghana devait s'engager légalement à partager des données de séquençage génétique et des échantillons biologiques dans les 5 jours, dès que les États-Unis en faisaient la demande. 5 jours. C'est un délai lunaire. C'est même pas le temps de réunir un comité d'éthique local. C'est un peu comme offrir à quelqu'un de rénover sa maison, mais à condition de garder les clés, son coffre-fort et d'avoir un accès à son ADN pour le quart de siècle à venir. C'est la métaphore parfaite. Et la logique économique derrière est implacable. Pour la Silicon Valley, les données de santé et le séquençage génétique, c'est le nouvel or. C'est la matière première par excellence. Si tu cèdes l'accès à l'ADN de ta population, tu perds le contrôle de toute la chaîne de valeur. Donc, si je schématise, l'échantillon brut est extrait au Ghana sous couvert de santé publique. Il part dans un labo étranger. Une IA mouline tout ça pour isoler une faille virale. L'entreprise dépose un brevet sur le traitement. Et à la fin, le Ghana doit racheter au prix fort un médicament issu de ses propres données. Tu as tout compris. C'est une spoliation pure et simple de la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça que le Ghana n'est pas un cas isolé. Le Zimbabwe a dit non à un truc similaire début 2026. La Zambie a tout bloqué pour examen et au Kenya, un tribunal a carrément suspendu un accord qui prévoyait de collecter des données biométriques de façon inconstitutionnelle. Ah oui, donc il y a un vrai mouvement de fond. Les gouvernements ont fait le calcul. Une autonomie sanitaire à long terme, ça vaut beaucoup plus que 109 millions en cash immédiat. Mais l'extraction de ces données brutes, c'est qu'une étape, non? Absolument. Avoir la donnée brute, c'est bien, mais pour qu'elle devienne cette espèce de magie algorithmique qu'on a sur nos téléphones, il faut la nettoyer. Et là, on rentre dans le côté le plus sombre du rapport. La main-d'œuvre fantôme. C'est là que ça devient vraiment intéressant et tragique à la fois. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais il y a énormément d'humains derrière pour faire tourner la machine. Ouais, l'industrie appelle ça le pipeline RLHF, pour Reinforcement Learning from Human Feedback, l'apprentissage par renforcement avec des humains. C'est indispensable pour rendre les IA sûres. C'est fou quand on y pense. Quand ChatGPT refuse poliment de dire un gros mot ou de t'expliquer comment fabriquer une bombe, c'est pas de la magie. C'est parce qu'un humain a dû lui apprendre ce qui est acceptable ou non.
Et c'est là que la symétrie devient choquante. Le rapport compare les salaires. Aux États-Unis, un expert qui évalue techniquement ces modèles, il prend entre 40 et 125 $ de l'heure. Mais tout le travail de masse, le vrai nettoyage des poubelles d'Internet, c'est sous-traité au Kenya, au Nigeria, Et à quel tarif? entre 1 et 2 $ de l'heure. Et le rapport trouve même des taux en dessous d'1 $ au Venezuela. Donc pour que l'IA californienne reste propre, un travailleur à Nairobi doit se taper les pires horreurs du web, des meurtres, des abus insoutenables. 8 heures par jour pour 1 $ l'heure. Comment les boîtes tech justifient un truc pareil d'un point de vue macroéconomique? Elles te sortent l'argument classique de l'ajustement au coût de la vie locale et de la création d'emplois. Mais le rapport détruit cet argument en mettant sur la table le coût psychiatrique. Une étude de l'Université du Minnesota, en 2026, montre que 52% des modérateurs africains interrogés atteignent le seuil d'une dépression clinique probable. 52%. Plus de la moitié, c'est énorme. Ouais. Et 55% rapportent une détresse psychologique sévère. Et le pire, c'est que 28% tombent dans la toxicomanie juste pour engourdir le traumatisme de ce qu'ils voient toute la journée. Mais c'est une crise sanitaire industrielle massive. Et j'imagine qu'ils n'ont pas un psy à disposition dans leurs locaux pour les aider à gérer ça. Pas du tout. Et c'est là qu'interviennent les fameuses NDA, les accords de confidentialité. C'est le verrouillage contractuel. Ces travailleurs ne peuvent même pas aller voir un psychiatre en dehors de l'entreprise pour lui expliquer ce qu'ils subissent, sous peine d'être poursuivis. C'est pervers. T'es traumatisé par ton travail, mais tu n'as pas le droit d'en parler à un médecin externe parce que c'est un secret industriel. C'est ça. Adji Bousso-Dieng, dans son interview, elle utilise un terme très fort pour ça. Elle parle de digital sweatshops, des ateliers de misère numérique. Ils opèrent dans un vide juridique totalement calculé. Le miroir avec l'ère coloniale est terrifiant. On extrait la matière première, on utilise une main-d'œuvre à des salaires de misère pour raffiner le produit et après on revend le produit fini à un prix exorbitant. Un produit qui est protégé par des brevets inaccessibles pour ceux qui ont souffert pour le créer. L'asymétrie de valeur est totale. Et le pire, c'est que cette asymétrie, elle n'est pas que sur l'humain. Elle est aussi matérielle. Elle est dans les serveurs, dans les infrastructures même de l'IA. Parce que les travailleurs sont en Afrique, mais les serveurs informatiques, les serveurs qui font tourner les modèles, ils n'y sont pas. On en vient au problème de l'infrastructure et de l'impérialisme algorithmique. Exactement. Les économistes appellent ça le value gap. L'Afrique exporte des montagnes de données brutes et elle importe des services d'IA finis très chers, hébergés sur des clouds étrangers comme Amazon Web Services ou Azure. Et au-delà du prix, il y a un problème de souveraineté. L'infrastructure est étrangère, donc la façon dont l'IA pense est étrangère. Le rapport cite un exemple incroyable sur l'agriculture avec l'impérialisme algorithmique. Tu peux nous en parler ? Ouais, c'est flagrant. Des ministères ont acheté des IA prédictives super chères pour détecter les maladies des plantes. Sauf que l'algorithme a été entraîné sur des données venant de champs de maïs de l'Iowa. Du maïs américain, quoi. Voilà. Et quand on l'amène en Ouganda pour identifier le virus de la mosaïque du manioc, le truc est complètement aveugle. Il ne reconnaît rien, il n'a pas les pondérations pour. L'outil s'effondre hors de sa bulle nord-américaine. Mais c'est ahurissant. Et c'est encore plus grave avec les langues. L'investigation mentionne le modèle Whisper pour la dictée médicale. Quand il entend des accents africains ou des langues locales, il ne dit pas juste « erreur », il hallucine carrément de faux diagnostics. Comment techniquement une IA en arrive à inventer un texte médical ? En fait, c'est lié à la nature probabiliste du modèle. Whisper est fait pour prédire le mot suivant. S'il entend un accent très fort qu'il n'a pas dans sa base de données occidentale, il traite ça comme du bruit. Mais comme il doit absolument optimiser sa fonction, il pioche dans ce qu'il connaît. Il bouche les trous, en gros. C'est exactement ça. Il remplit les blancs pour forcer une transcription qui sera grammaticalement parfaite, mais médicalement fausse et inventée de toutes pièces. Donc si l'on résume ce tableau macroéconomique, on a des outils inadaptés qui effacent la culture locale, et en parallèle, le rapport montre que les États africains dépensent des fortunes pour des systèmes étrangers de surveillance. L'ironie est mordante. Ah oui, le paradoxe des villes intelligentes. Le Nigeria a claqué 470 millions de dollars dans des systèmes chinois Huawei ZTE. L'île Maurice, 456 millions. On te vend ça pour la sécurité publique, mais techniquement, ça aspire de la biométrie en masse vers des serveurs où il n'y a pas de garde-fous locaux. C'est un peu la double peine. Tu payes très cher pour être surveillé par l'étranger, tout en dépendant d'outils qui ne comprennent même pas comment tu parles.
Mais face à cette tenaille géopolitique, l'Afrique ne reste pas les bras croisés. On arrive à la partie sur la riposte, la résistance africaine. Et 2026, c'est vraiment l'année charnière pour ça. La passivité, c'est fini. Les données du rapport montrent une vraie structuration vers ce qu'on appelle l'IA souveraine. Avec une offensive sur 3 grands axes, si j'ai bien lu. D'abord, le physique. 2026, c'est l'année du cloud africain. Il y a le projet AfriCloud avec des méga serveurs qui poussent à Lagos, à Kigali, au Cap. L'idée, c'est de rapatrier la puissance de calcul à la maison. C'est la base. Sans souveraineté physique, tu n'as pas de souveraineté logicielle. Et côté logiciel, l'Égypte a frappé très fort en février 2026 avec le projet Karnak. Karnak, c'est pas juste un petit chatbot, on est d'accord, hein? Non, c'est un LLM, un grand modèle linguistique national propriétaire. Il a été entraîné sur des dizaines de millions de données spécifiquement en arabe et dans les dialectes locaux. Et surtout, il intègre le droit égyptien et les protocoles de santé locaux. C'est fait par et pour eux. C'est impressionnant. Et il y a aussi tout le tissu open source. Le projet Common Lingua m'a bluffé. Couvrir 61 langues africaines avec 83% de précision, ça dépasse largement les outils commerciaux de la Silicon Valley. Et il y a des collectifs de chercheurs comme Masakanei ou des startups comme Lelapa AI. Tout à fait. Et c'est là que l'approche scientifique d'Adjibousso Dieng prend tout son sens. Elle veut carrément casser la méthode actuelle de développement de l'IA qui a tendance à écraser les données minoritaires sous le poids des moyennes globales. Justement, son fameux score 20-10. J'ai lu ça dans l'interview, mais techniquement, j'aimerais qu'on l'explique. Elle dit que ce score mathématique transforme l'IA en un vrai partenaire scientifique respectueux de la diversité. Comment une équation peut changer le comportement d'un réseau de neurones géants? Ça se joue au moment de l'entraînement sur ce qu'on appelle la fonction de perte. Normalement, un modèle veut minimiser ses erreurs, donc il favorise toujours les réponses majoritaires, les plus fréquentes. C'est ça qui crée la pensée unique et les biais occidentaux. D'accord. Et le score de Bousso-Dieng intervient comment là-dedans? Il vient pénaliser mathématiquement le modèle s'il ignore systématiquement des sous-ensembles de données moins représentés. Par exemple, s'il y a occulte une structure linguistique spécifique ou une hypothèse de recherche locale, bim, elle perd des points dans son optimisation. Ah, je vois. L'algorithme est forcé de garder ses nuances au lieu de les lisser et de recracher la réponse la plus banale d'Internet. C'est brillant, ça redéfinit la notion même de performance. C'est une réingénierie fondamentale, ouais. Mais la science, toute seule, ça ne suffit pas face aux milliards de la Silicon Valley. C'est pour ça que la vraie force de la riposte, elle est juridique. L'année 2025 a même été surnommée l'année des dents. L'année des dents. J'adore l'expression. Parce que, bon, on connaît la musique. Tu mets une amende de 50 millions à un géant de la tech, c'est même pas le budget qu'a fait du leur département com. C'est juste un coût opérationnel pour eux. Comment des régulateurs au Kenya ou au Nigeria arrivent à vraiment mordre ces multinationales? L'innovation juridique s'appelle la levée du voile corporatif. Ils ont arrêté de traiter les fuites de données comme de simples litiges commerciaux. Maintenant, ils engagent la responsabilité civile et même pénale des cadres dirigeants à titre personnel. Ah ouais, donc ils ciblent directement le PDG ou le directeur régional au lieu de la coquille vide de l'entreprise. Exactement. Quand la pression juridique devient personnelle, je te garantis que les conseils d'administration étrangers réagissent différemment. Le Nigeria a aussi forcé ses entreprises à avoir des sièges sociaux physiques sur son territoire pour pouvoir opérer. Ça les met sous juridiction locale directe. Ça change complètement le rapport de force. Et on voit même l'Afrique du Sud utiliser l'IA pour son propre appareil d'État, pour gérer 75% de ses évaluations d'impôts en interne. Mais avec tout ça, est-ce que cette combinaison cloud, logiciel local et loi agressive a une chance macroéconomique de renverser la table? Si on regarde les chiffres macro du rapport, avec une croissance projetée de 4,3% pour l'Afrique subsaharienne, oui. La clé, c'est la coordination. Si les États synchronisent leurs lois, s'ils mutualisent AfriCloud et des modèles comme Common Lingua, alors le fait de posséder la donnée brute à la source leur donne un pouvoir de négociation colossal. C'est une vraie guerre d'indépendance numérique. L'autopsie géopolitique de ce dossier, elle nous montre que l'idée d'une IA neutre et universelle, c'est un mythe complet. L'infrastructure qui rédige nos mails ou analyse nos radios, elle est profondément ancrée dans l'exploitation de ceux qui la nettoient dans l'ombre. C'est la grande leçon de tout ça. Comprendre l'IA, c'est pas juste comprendre du code ou des serveurs. C'est savoir à qui appartient le silicium, où va la donnée génomique et qui paye le prix psychiatrique dans ces centres de modération. La symétrie est violente, mais la résistance africaine prouve que ce modèle extractif est sur la sellette. Et ça soulève une dernière question vertigineuse pour les gens qui écoutent.
Si on part du principe que les données humaines, c'est vraiment le nouveau pétrole de ce siècle, l'Afrique possède la plus grande réserve de données inexploitées au monde. Que se passera-t-il pour l'économie mondiale le jour où ce continent décidera de s'unir pour former une sorte d'OPEP des données, le jour où ils fixeront eux-mêmes le prix de la pensée algorithmique? Sur cette réflexion, notre plongée analytique du jour touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces systèmes qui façonnent notre monde.